Pourquoi t'a-t-il laissé vivre? Je me pose cette question tous les jours. Pourquoi t'a-t-il laissé vivre? Vous ne pensez pas que j'aurais préféré que ça m'arrive à moi plutôt qu'à mon fils? Pourquoi n'as-tu pas pris de risque? Pourquoi n'as-tu rien fait? Que vouliez-vous que je fasse? Je vais vous dire ce que vous auriez pu faire. Quand vous êtes allé au commissariat pour signaler que votre fils avait disparu, pourquoi, à ce moment-là, n'avez-vous pas dit « Agent, mon fils est mort et l'homme qui l'a tué est dans ma voiture, ici sur le parking. S'il vous plaît, aidez-moi. » Monsieur, je ne voulais pas témoigner. Je deviens un peu confuse. Vous ne vouliez pas témoigner? Vous aviez le droit de ne pas témoigner, mais vous avez choisi de venir quand même. J'ai désormais le droit de poser les questions que je juge appropriées. Vous devez répondre. Continuons, d'accord? Ok. Quand on parle de maternité, on pense normalement à l'amour, à la protection, à la sécurité. C'est ainsi que la femme de 59 ans appelée Donna Scrivo semblait aux yeux des autres. Cependant, elle est finalement devenue la seule suspecte d'un crime incroyable. Quelque chose que personne n'aurait pu imaginer qu'une mère serait capable de faire à son propre fils. Romsey, son plus jeune fils, a disparu à la fin du mois de janvier 2012. Et il a ensuite été retrouvé dans plusieurs sacs en plastique jetés sur une route. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire intrigante de Donna Scrivo. Avant de vous expliquer l'affaire d'aujourd'hui, laissez-moi vous poser une question. Quelqu'un ici m'a-t-il déjà vu chanter? Je vais chanter un extrait de chanson et vous expliquer pourquoi. Regardez bien. Ah, quel délice l'été, on montre notre amène, on venait sur le sol. Ah, quel délice l'été. Voilà, c'est tout ce que je sais chanter. Mais pourquoi est-ce que je chante cette chanson ici? Quand je l'entends sur les réseaux sociaux, même sans le vouloir, elle réapparaît de temps en temps et me rappelle le climat de notre pays. Et l'une des choses qui me manque le plus de notre pays, en vivant ici en Irlande, c'est notre climat. Pendant qu'ici c'est l'hiver, là-bas c'est l'été. Et c'est pour ça que je choisis toujours cette saison de l'année pour visiter ma ville. Je retourne au Brésil dans quelques semaines et cette fois j'arrive tout beau, mais pourquoi? Tu sais déjà, non? J'y vais avec Insider. Leurs vêtements d'été sont bien plus que confortables. Et regardez, cette fois, je vais visiter les chutes d'Iguaçu. Ensuite, je vais dans ma ville, Aracaju, voir des amis, la famille, puis je vais à Porto de Galinhas. Et Insider s'adapte parfaitement à toutes ces situations, grâce à ses nombreux avantages. D'abord, elles offrent plus d'options parce qu'une seule pièce s'adapte facilement à différents contextes, comme d'une sortie décontractée à un dîner spécial. Autre chose, et je dois avouer que pour moi c'est l'un des meilleurs aspects, c'est que comme les pièces sont légères et minimalistes, pour ce voyage je n'aurai pas besoin d'enregistrer une grande valise. Toute ma garde-robe Insider tient dans ma valise cabine, ce qui me permet de gagner en praticité et en rapidité lors des correspondances et à l'arrivée. Je sors déjà de l'avion avec ma valise cabine et je pars directement. Ce mois de février, le code promo Archivo Mysterio vous donne 12 de réduction. Cette réduction se cumule avec les offres du site. Pour vérifier, cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Et en cliquant sur le lien, le code promo est déjà appliqué directement dans le panier. Les mystérieux, jetez un œil aux articles proposés par le site car, c'est certain, l'un d'eux va vous plaire. Profitez des réductions avec le code promo Archivo Mysterio pour entrer avec style cet été. Cliquez sur le lien et profitez-en. Les messages sont passés, passons donc à l'affaire d'aujourd'hui. Le 30 janvier 2014, une nouvelle incroyable allait choquer toute la communauté du Michigan, aux États-Unis. Ramsey Scrivel, un jeune homme de seulement 32 ans, a été retrouvé démembré en 12 morceaux dans 8 sacs en plastique qui avaient été jetés au bord d'une route. En plus des morceaux, des vêtements brûlés et une bouteille de Coca-Cola ont également été retrouvés. Au départ, pour la police, cela semblait relever du crime organisé. Cependant, avec le temps, les soupçons ont commencé à se porter sur une seule personne, sa propre mère, Donna Scrivo. Donna, née Donna Chaffin, est née en avril 1954 au Texas, aux États-Unis. Elle est la plus jeune fille d'une enseignante nommée Melba Joyce et d'un agent pénitentiaire nommé George Chaffin. Pendant son enfance, elle était pom-pom girl et l'une des déléguées de sa classe au lycée, ce qui faisait d'elle une jeune fille très populaire.
Elle était décrite comme amicale, toujours de bonne humeur et prête à aider les autres. Elle vivait dans une petite communauté locale et vivre dans un endroit comme celui-ci peut être chaleureux. Mais pour beaucoup de jeunes qui grandissent dans de tels endroits, le plus grand rêve est de pouvoir partir, aller dans une grande ville. Et c'est ce que Donna désirait, mais d'abord, elle devait économiser de l'argent. En 72 à 18 ans, dès qu'elle a terminé le lycée, Donna a commencé à travailler comme assistante de détention à la prison du comté, au même endroit où son père travaillait. C'est là qu'elle a rencontré Daniel Scrivo, un détenu de 2 ans son aîné qui purgeait une peine pour vol à main armée. Jour après jour, ils se sont rapprochés et, d'une amitié, cela s'est transformé en une passion avec des promesses de vivre ensemble lorsque Daniel sortirait enfin de prison. Sa famille était contre cette relation. Cependant, Donna s'est montrée inflexible et a attendu jusqu'en 1978 la libération de Daniel. Cette année-là, à 24 ans, elle a démissionné. Elle s'est mariée avec lui. Et peu de temps après, ils ont déménagé dans l'arrière-pays du Michigan, un État situé au nord du pays, à l'opposé du Texas. Donna Chaffin était maintenant Donna Scrivo. Toujours en 1978, elle est tombée enceinte de son premier enfant, Jason, qui est né en 1979. Daniel, ayant maintenant une famille à soutenir, a commencé à travailler comme peintre et, étonnamment, il a très bien réussi dans ce domaine, prospérant rapidement. Tellement qu'il travaillait beaucoup et gagnait assez d'argent pour maintenir sa famille dans une situation assez confortable. C'est dans les années 80 qu'une nouvelle réussite est venue pour le couple, le déménagement vers la banlieue de Détroit, la plus grande ville de l'État. Pendant que Donna s'occupait de la maison et de Jason, Daniel gagnait de nouveaux clients dans la région et devenait connu dans la communauté. Après quelques mois de travail supplémentaires, il a organisé une petite équipe d'assistants et a commencé à être engagé pour des travaux beaucoup plus importants. En 1991, Donna a donné naissance à leur deuxième enfant, Ramsey. Pendant toute la décennie des années 80 et la moitié des années 90, Donna s'est consacrée uniquement à la maison et aux enfants. Mais dès qu'ils ont commencé à grandir, à devenir adolescents et à ne plus avoir autant besoin de l'attention de leur mère, elle a commencé à se sentir oisive à la maison et a décidé de travailler. Elle a suivi une formation d'infirmière et a trouvé un emploi à l'hôpital St. John. Tout allait bien jusqu'à ce qu'en 2003, elle ait une crise cardiaque qui a failli lui coûter la vie. Cet incident l'a laissée dévastée et avec de fortes crises d'anxiété. Donna a fini par quitter son emploi à l'hôpital et est devenue infirmière à domicile, s'occupant principalement de personnes âgées. Avec le temps, le fils aîné, Jason, a décidé de quitter la maison et de déménager au centre-ville, où il a commencé une carrière de pompier. Ramsey est resté à la maison et lorsque ce fut son tour d'aller à l'université, il a décidé d'étudier la comptabilité. Dès qu'il a obtenu son diplôme, il a trouvé du travail au bureau. Cependant, Ramsey était parfois une personne difficile à gérer. Il avait des accès de colère et il a également reçu un diagnostic de schizophrénie. Il avait aussi la manie de ne jamais boire ce que quelqu'un lui offrait car il pensait toujours qu'on empoisonnait sa boisson. Peut-être que c'est son tempérament qui lui a fait perdre cet emploi et d'autres qu'il obtiendrait par la suite. À cause de cela, il a fini par abandonner sa carrière de comptable et a décidé de travailler avec son père comme peintre. En 2006, lorsque Ramsey avait 25 ans, il a versé un acompte pour une maison dans une résidence fermée et a commencé à vivre seul. En 2010, il s'est retrouvé impliqué dans une bagarre et a fini par se blesser à la tête. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, mais le fait est que son comportement n'a fait qu'empirer, surtout quand il buvait. Au point que Donna a dû saisir la justice pour obtenir la tutelle légale afin qu'il reste sous sa surveillance et qu'elle puisse s'assurer qu'il prenait bien tous les médicaments nécessaires. Elle a obtenu gain de cause et le jeune homme est retourné vivre chez ses parents, quittant la maison où il vivait et la mettant en location. Mais à partir de 2013, une série d'événements allait peu à peu détruire la vie de cette famille. Le décès de Daniel, un incendie dans la maison et la disparition de Ramsey,
qui a ensuite été retrouvé dans 8 sacs plastiques découpés en 12 morceaux. Au premier semestre 2013, Daniel est tombé gravement malade. Tout au long de sa vie, il a lutté contre l'hépatite C, une maladie causée par un virus transmis par contact avec du sang contaminé. Dans son cas, la contamination s'est produite à cause du partage de seringues dû à la consommation de drogue pendant sa jeunesse ou à l'époque où il était en prison. À 60 ans, il n'y avait aucun espoir qu'il puisse survivre. Son état de santé était très grave, si bien que les médecins l'ont laissé sortir de l'hôpital, où il était resté 2 semaines, afin qu'il reçoive des soins palliatifs à domicile et puisse petit à petit faire ses adieux à sa famille. Comme Donna était infirmière, les médecins ont autorisé qu'elle lui administre de la morphine, ce qui l'aiderait à supporter la douleur. Cependant, Daniel est décédé le 15 mai, quelques jours après sa sortie de l'hôpital. L'autopsie n'a révélé qu'une intoxication sanguine et une défaillance multiviscérale, et peu après, le corps de Daniel a été incinéré. Ramsey a été profondément bouleversé sur le plan émotionnel et sa relation avec sa mère, qui n'était déjà pas très bonne, n'a fait qu'empirer. Il a même tenté de mettre fin à ses jours et a été hospitalisé temporairement dans un hôpital psychiatrique. Quelques mois après la mort de Daniel, Donna s'est mise à insister pour déménager à nouveau au Texas. Elle voulait vendre la maison familiale, la propriété de Ramsey, et recommencer avec lui dans sa ville natale. Aucun des 2 fils n'était d'accord avec cette idée. Mais le 31 juillet de cette même année, en 2013, au grand désespoir de la famille, un incendie de grande ampleur a ravagé la propriété. Donna était désespérée. À l'extérieur de la maison, elle criait que Ramsey était encore à l'intérieur. Les pompiers sont arrivés rapidement et ont maîtrisé l'incendie, sauvant Ramsey vivant du sous-sol, l'endroit où il dormait. Dawn a dit aux pompiers qu'elle ne savait pas comment l'incendie avait commencé, mais elle a souligné que son fils avait l'habitude de fumer dans le sous-sol. Quant à Ramsey, il a affirmé qu'il dormait et que lorsqu'il s'est réveillé, tout était en flammes. Après une inspection des lieux, les experts ont conclu que le feu avait commencé sur des vêtements qui se trouvaient près d'un radiateur portatif, c'est-à-dire que l'incendie aurait été accidentel. Comme la maison a été détruite, Donna et Ramsey ont dû quitter les lieux avec les quelques affaires qu'ils ont pu sauver et ont emménagé ensemble dans sa maison, qui par chance était inoccupée à l'époque. Jusqu'à ce qu'en janvier 2014, Ramsey, âgé de 32 ans, disparaisse. Selon ce que Donna a raconté au commissariat, le 26 la veille, le 25 il est sorti de la maison pour acheter des cigarettes et il n'est pas revenu. Elle a dit qu'elle l'avait appelé toute la nuit et pendant ces heures du matin, mais qu'elle n'arrivait pas à le joindre. Du fait qu'elle allait préciser l'état psychologique de son fils, la police a immédiatement commencé l'enquête. Mais lorsqu'on lui a demandé des photos de lui, Donna ne s'est pas montrée coopérative et a dit qu'elle avait tout perdu dans l'incendie quelques mois plus tôt. Quand ils ont demandé s'il avait un réseau social comme Facebook par exemple, Ramsey, je crois que oui. Le détail, c'est que lui comme elle ont bien des profils sur le réseau social, des profils qui sont encore actifs aujourd'hui, mais ils ne sont pas amis l'un avec l'autre. La police a demandé la levée du secret téléphonique du numéro de Ramsey. Ainsi, ils essaieraient de voir ses derniers appels et sa localisation, ce qui pourrait mener à une piste. En attendant le rapport, ils ont commencé les recherches, interrogeant des amis, des connaissances, des employés des établissements qu'ils fréquentaient, mais personne ne savait où il se trouvait. 2 jours plus tard, lorsque le rapport du téléphone est arrivé, la police a identifié plusieurs tentatives d'appel pour lui, venant de membres de la famille, d'amis, de son propre frère Jason, mais aucun appel passé par Donna. Elle avait menti à la police. Donna n'avait même pas appelé une seule fois son propre fils. 5 jours après avoir été signalée comme disparue,
Maintenant, le 30 janvier, Ramsey a été retrouvé démembré en 12 morceaux dans 8 sacs plastiques qui avaient été jetés sur une route menant au comté voisin, Saint-Clair. Et quand je dis jeté, je veux dire littéralement jeté, car regardez comment les sacs ont été retrouvés. D'abord, ils n'étaient pas ensemble. Tous les sacs étaient espacés les uns des autres, et d'après les traces dans la neige, tout indiquait que les sacs avaient été jetés depuis un véhicule en mouvement. En plus de ces restes, des vêtements brûlés et une bouteille de Coca-Cola ont également été retrouvés. Avec la nouvelle diffusée dans les médias locaux, un chauffeur s'est rendu au commissariat et a déclaré qu'il avait assisté à quelque chose la veille du jour où il a été retrouvé. Dans ce cas, dans la nuit du 29, il a vu des sacs noirs être jetés d'un SUV argenté en mouvement. Quelle était la voiture de la dame ? Exactement un SUV argenté. En analysant les caméras autour de cette région, ils l'ont repéré en train de passer devant une station-service. La police a appelé Donna pour lui annoncer officiellement la découverte du corps de son fils. Mais l'interrogatoire n'a pas été facile, car à certaines questions, elle a menti dans ses réponses. Et la police le savait, car les preuves qu'ils avaient contredisaient ce qu'elle disait. J'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Je sais que tu as vu à la télévision des informations sur la découverte de sacs plastiques sur la route contenant des parties d'un corps non identifié, mais nous pensons qu'il s'agit en fait de ton fils. Oh mon Dieu, mon fils. Madame, avez-vous des amis dans le comté de Saint-Clair? Non. Quand y êtes-vous allé pour la dernière fois? Oui, j'avais une patiente là-bas il y a quelques années. Non, vous n'y allez plus alors. Non. Alors je suis un peu confus parce que je sais que vous y étiez hier. Non, je n'y étais pas. Peut-être que si je vous montre les photos que nous avons, cela pourrait vous aider à vous souvenir de quelque chose. Non, des photos? De quoi? Celle-ci. Oui, c'est moi. Je me suis arrêtée à une station-service pendant que je cherchais Ramsey. J'espère que vous pourrez vous souvenir d'un peu plus de choses pour qu'on puisse comprendre exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas les réponses que vous cherchez. Des gens ont vu votre voiture passer sur la route en jetant des sacs dans la neige. Et je n'ai pas tué mon fils. Nous savons que tu n'es pas une mauvaise personne. Je pense juste que tu es une personne fatiguée qui devait gérer un fils avec de graves problèmes mentaux. Est-ce que cela veut dire que ton fils s'est donné la mort? Et toi, ne voulant pas que les gens sachent, tu as fait ça pour cacher ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Et si tu disais la vérité? Je crois qu'à présent, j'ai besoin d'un avocat. Suite à cette demande, l'interrogatoire a été interrompu et Donna a été placée en détention provisoire en tant que seule suspecte pour homicide, démembrement et dissimulation du cadavre de son propre fils Ramsey. Allons-y. Pendant qu'elle était détenue, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition et de saisie. Ce qui a été trouvé dans la maison de Ramsey était très révélateur. L'endroit dégageait une forte odeur d'eau de javel. La moquette présentait des taches d'eau de javel et, grâce à l'utilisation de luminol, du sang a été détecté à certains endroits de la maison, principalement dans la baignoire. Cette baignoire présentait également des traces indiquant que quelque chose y avait été brûlé à l'intérieur. Dans son SUV, des taches de sang ont été trouvées, et par la suite, il a été confirmé qu'elles appartenaient à Ramsey. Sur la bouteille de Coca-Cola qui a été retrouvée dans l'un des sacs, son ADN a été identifié. Toujours dans le cadre des investigations à la maison, un reçu pour une tronçonneuse daté du 27 a été retrouvé. Et, en analysant les caméras de sécurité du magasin, Donna était la personne présente sur place, achetant le matériel. Bien que Ramsey ait été découpé en 12 parties, les examens de l'autopsie ont identifié de fortes doses de morphine dans son organisme, mais la cause du décès a été attribuée à l'asphyxie. Les soupçons indiquaient que le médicament provenait de ce qui restait de l'époque où Donna en administrait à Daniel avant son décès. Lors du procès qui a débuté en mai 2015,
Donna a plaidé non coupable et a présenté pour la première fois, du moins officiellement, sa version des faits. Et faites attention à ces faits car, personnellement, moi, Fabio, je n'ai jamais vu une version aussi insensée dans aucun des cas que j'ai présentés ici sur la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit que dans la nuit du 24, elle faisait la lessive à l'étage inférieur de la maison, et que lorsqu'elle essaie montée pour en prendre plus, elle est tombée sur Ramsay, inconscient sur le lit, et un homme à côté de lui, masqué avec des lunettes de ski, habillé en noir, qui l'a menacée avec une arme, disant qu'elle devrait faire tout ce qu'il ordonnait, sinon elle mourrait aussi. C'est alors que, prise en otage par cet homme mystérieux, elle a été obligée de faire tout ce qu'il ordonnait, y compris acheter la tronçonneuse pour qu'il puisse démembrer Ramsay devant elle. Elle a ajouté qu'il l'a accompagnée lors de nombreux déplacements à l'extérieur de la maison. Elle sortait, il restait dans la voiture, mais quand ils étaient à la maison, elle passait tout son temps menottée au lit. D'après les images des caméras de sécurité, aussi bien au commissariat, lorsqu'elle a porté plainte que, selon elle, le suspect était dans la voiture. À ce moment-là, et dans le magasin, en achetant la tronçonneuse, avec le suspect aussi dans la voiture, elle marchait et se comportait comme si de rien n'était. En aucun cas, on n'aurait dit qu'elle venait de perdre son fils et que l'assassin était avec elle. Et bien sûr, toute cette histoire n'a pas convaincu le parquet. Pourquoi t'a-t-il laissé en vie? Je me pose cette question chaque jour. Il t'a laissé en vie. Vous ne pensez pas que j'aurais préféré que ça m'arrive à moi plutôt qu'à mon fils? Pourquoi tu n'as pas pris de risque? Pourquoi tu n'as rien fait? Que vouliez-vous que je fasse? Je vais vous dire ce que vous auriez pu faire. Quand vous êtes allé au commissariat pour signaler que votre fils avait disparu, pourquoi, à ce moment-là, n'avez-vous pas dit « Policier, mon fils est mort et l'homme qui l'a tué est dans ma voiture, ici sur le parking. Il m'a menotté, m'a menacé, m'a frappé et il est ici maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. » Non, monsieur. Il n'était pas dans la voiture avec moi quand je suis allée au commissariat. Pourtant, pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide à ce moment-là? S'il n'était pas dans la voiture, alors il était chez vous, t'attendant. Monsieur, je ne voulais pas témoigner. Maintenant, je commence à être un peu perdue. Tu ne voulais pas témoigner. Tu avais le droit de ne pas témoigner, mais tu as quand même choisi de venir. Maintenant, je peux poser les questions que je juge appropriées. Et tu dois répondre. Alors, continuons, d'accord? D'accord. Parmi plus de 30 témoins, l'une d'elles était la belle-sœur Alison Fortal, qui a parlé de sa conviction de la culpabilité de Donna. Et elle a même soulevé l'hypothèse qu'elle aurait également tué son frère, dans ce cas, le mari de Donna, Daniel. De plus, le ministère public a également soulevé l'hypothèse que l'incendie qui s'est produit dans la maison de la famille, quelques mois avant le décès de Ramsay, aurait pu être provoqué par elle. Cependant, il était déjà trop tard pour rouvrir cette affaire, étant donné que l'incident s'était produit il y a presque 2 ans et que l'endroit avait déjà été rénové. Le ministère public le savait qu'il serait impossible de rouvrir l'enquête, mais il a tout de même présenté cette hypothèse aux jurés afin de les amener à se poser des questions. Un petit détail de ce procès, qui dans certains États des États-Unis pourrait poser problème, c'est que tant la police que le ministère public ont essayé de trouver le motif pour lequel la mère aurait fait cela à son fils. Et, presque inexplicablement, personne n'a trouvé de raison plausible à cela. Cependant, au Texas, lors d'un procès, l'examen du mobile du crime est facultatif, surtout si les preuves sont suffisantes pour incriminer quelqu'un, et c'est ce qui a été fait. En même temps, ni elle ni sa défense n'auraient un besoin d'expliquer la raison pour laquelle cet homme mystérieux aurait fait cela à Ramsay. Ainsi, même sans aucune explication pour le crime, la femme a été jugée sur la base des preuves qui pointaient uniquement vers elle. Ainsi, le 23 juin 2015, après seulement 1 heure de délibération, Donna, à l'âge de 60 ans, a été reconnue coupable et condamnée à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Jason, le fils aîné, s'est éloigné de sa mère depuis que son frère a été retrouvé sans vie.
Il n'est apparu au tribunal que pour témoigner, par obligation, et n'a assisté à aucune autre audience du procès. Il n'a même pas rendu visite à sa mère pendant sa détention provisoire, et encore moins accepté de recevoir un appel d'elle pendant qu'elle était en prison. Donna, jusqu'à aujourd'hui, se déclare innocente et affirme que le responsable est cet homme masqué, mais elle-même ne sait pas en expliquer la raison. Est-ce qu'elle a raison ? Une troisième personne a-t-elle vraiment fait tout cela ? Et si elle mentait et qu'elle était la seule responsable, quelle en serait la raison ? Donnez votre avis en commentaire et à bientôt pour la prochaine affaire. À bientôt.